Alors, on va reprendre. Oui. Donc, alors là, c'est les objectifs. Alors, les rapports ventilation-perfusion, en fait, c'est que jusqu'à présent, là, quand je vous ai parlé des diffusions, on s'est mis dans le cadre d'une petite unité alvéolaire et on a raisonné sur un alvéole dans le poumon. En fait, là, il va falloir prendre un peu de distance et voir ce qui se passe pour le poumon tout entier. Donc d'abord, il va y avoir quelques diapos. Je vais être obligée de passer assez rapidement parce que c'est pas le plus compliqué, sur les particularités de la circulation pulmonaire. Je ne sais pas trop si vous l'avez vu déjà en physio cardiovasculaire avec Jean-François Toussaint. Donc du coup, je vais vous dire quelques particularités, vous faire signaler quelques particularités. Et après, on va regarder donc comment se passent les échanges gazeux régionaux dans le poumon. Et finalement, on terminera en reprenant les différents mécanismes qui déterminent une diminution donc, de la PO2 artérielle. Et donc le plan, eh bien, il va suivre ça en prenant donc les notions de circulation pulmonaire, les échanges gazeux régionaux, l'effet de l'inégalité du rapport ventilation-perfusion sur les échanges gazeux globaux et l'hypoxie, l'hypoxémie. Alors, en fait, on reprend toujours notre schéma. Et si on prend un territoire alvéolaire, donc on se met plus au niveau tout à l'heure le schéma c'était le poumon vu globalement. Là on va se mettre sur un territoire, d'accord, plusieurs alvéoles ensemble, dans un territoire alvéolaire. Au départ, on arrive dans ce territoire, on a la pression veineuse ici, donc la composition veineuse dans l'extrémité capillaire et la pression en oxygène dans cette extrémité veineuse du capillaire. Enfin, c'est l'extrémité, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est donc le capillaire dans sa composition veineuse, hein, c'est la composition veineuse, mais c'est l'extrémité artérielle du capillaire. Et puis ici, on voit donc la pression artérielle, donc la pression en O2 dans la composition artérielle du sang à l'extrémité donc veineuse du capillaire. En fait, cette pression ici, elle va être déterminée à la fois par la ventilation alvéolaire, c'est ce qu'on a vu, mais elle est déterminée aussi par le débit, puisque évidemment le débit de sang va être déterminant pour la quantité d'oxygène qui va finalement pouvoir arriver dans le sang. Donc en fait, dans un territoire alvéolaire, la pression en oxygène à la sortie du capillaire, eh bien, elle va être fonction du rapport ventilation sur perfusion. Alors, si on veut un peu mieux comprendre ce qu'il en est de cette perfusion, il faut comprendre quelles sont les particularités de la circulation pulmonaire. Alors, je vous rappelle, au niveau anatomique, on a l'artère pulmonaire qui sort du ventricule droit. Donc ici, elle est représentée en rouge, hein, selon la convention de la composition du vaisseau, enfin de la structure des vaisseaux. Donc l'artère pulmonaire, elle va se diviser en deux branches qui vont suivre l'architecture bronchique jusqu'au bronchiole respiratoire. Et puis au niveau des alvéoles, il va y avoir un réseau capillaire dense qui va finalement ensuite se regrouper en veines, vénules, puis veines, et les veines pulmonaires vont arriver jusqu'à l'oreillette gauche. Le débit du ventricule droit, c'est égal au débit du ventricule gauche, c'est 5 litres par minute au repos. Et le volume des capillaires pulmonaires, ça va représenter à peu près 100 millilitres. Donc dans les capillaires pulmonaires, il y a à peu près 100 millilitres de sang. Si on est à 5 litres par minute au repos, que vous divisez par 60, ça fait 70 millilitres pour chaque battement cardiaque. Oui. Ça veut dire qu'en fait, à chaque battement cardiaque, vous allez avoir une grande partie du sang dans les capillaires pulmonaires qui va être renouvelée. Et puis, simplement un petit détail, mais les bronches, par quoi elles sont vascularisées, les bronches? Comment elles reçoivent leur oxygène, les bronches? En fait, les bronches, bien sûr, je vous ai dit, les artères et les artérioles pulmonaires, elles vont suivre l'architecture bronchique, mais je vous ai déjà dit aussi que les échanges nutritifs, ils n'ont lieu qu'à travers les capillaires. Donc les artérioles pulmonaires qui suivent l'architecture bronchique, elles ne vont pas permettre de donner de l'oxygène aux bronches. En fait, les bronches, elles vont recevoir de l'oxygène par une circulation propre qui s'appelle la circulation bronchique et qui vient de l'aorte. D'accord ? Donc l'artère pulmonaire, elle va aller au niveau
elle suit l'architecture bronchique, mais les capillaires, c'est au niveau des alvéoles, et les bronches, elles reçoivent leur oxygène d'une circulation propre qui provient de l'aorte. Je vous rappelle aussi, vous le savez, mais enfin, la circulation du sang, elle s'effectue toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Là, quand je parle de pression, c'est plus du tout la pression partielle en gaz, c'est la pression hydrostatique qui règne dans un vaisseau ou autour d'un vaisseau. Et le débit du sang, eh bien, il va être déterminé par la différence de pression sur la résistance au débit. D'accord, la différence de pression entre deux points du vaisseau sur la résistance. Alors la particularité, donc maintenant quelques diapos assez rapidement pour donner les particularités de la circulation bronchique. Eh bien la grande particularité, c'est que les pressions qui règnent dans la circulation pulmonaire sont très 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 inférieures aux pressions qui règnent dans la circulation systémique. Et ça, c'est lié à la structure elle-même des artères. Dans la circulation systémique, les parois artériolaires sont épaisses, il y a beaucoup de muscles lisses. Dans la circulation pulmonaire, la structure des artères est complètement différente. Les artérioles sont fines, il y a peu de muscles lisses. Et donc, on a une circulation pulmonaire qui est à haut débit, puisque je vous ai dit, le débit du ventricule droit, c'est l'équivalent au débit, c'est le même que le débit du ventricule gauche. Mais c'est une circulation à haut débit, faible pression, et faible résistance faible à l'écoulement. Donc vous avez ici les pressions systoliques et diastoliques dans la circulation systémique et ici les pressions systoliques et diastoliques dans la circulation pulmonaire. On peut le représenter aussi par ce schéma que vous avez dû voir dans le cours de physiologie cardiovasculaire, où ici on a les pressions au cours de la systole et de la diastole dans l'aorte ou dans le ventricule gauche. On a le même profil, je ne vais pas le détailler, mais à des valeurs, donc le même profil de pression, mais à des valeurs bien moindres dans le ventricule droit ou dans l'artère pulmonaire. Et je passe là. Alors, l'autre point, donc premier point, circulation pulmonaire, circulation faible pression, fort débit, faible pression, faible résistance. Autre point, les artérioles pulmonaires, en fait, comment est-ce que le débit sanguin va varier dans la circulation pulmonaire? Alors, vous savez, si vous vous rappelez, que dans la circulation systémique, les artérioles, elles sont soumises au système nerveux sympathique, et notamment il y a des récepteurs alpha qui entraînent une vasoconstriction lorsqu'ils sont stimulés. Dans les artérioles pulmonaires, c'est pas du tout elles sont peu soumises en fait au système nerveux autonome, et le calibre des vaisseaux, il va dépendre essentiellement de la PO2 et de la PCO2 ambiance. Et c'est une réponse qui semble locale, donc c'est la PO2 et la PCO2 ambiante qui vont modifier le calibre des vaisseaux. Et la particularité, c'est qu'il y a une vasoconstriction hypoxique, c'est-à-dire que quand la PO2 ambiante est basse, le vaisseau pulmonaire va se constricter. Et aussi quand il y a une hypercapnie, donc quand la PCO2 ambiante est trop élevée, le vaisseau pulmonaire va se constricter. Ça permet en fait que dans les zones pulmonaires qui sont mal oxygénées, où il y a un problème, elles sont mal oxygénées, mais finalement le sang va être dévié vers des zones, puisqu'il y a une vasoconstriction, il va être dévié vers des zones mieux oxygénées. Et c'est complètement différent des autres circulations où, au contraire, on va avoir une vasodilatation hypoxique. Vous avez sûrement vu ça aussi. Les artérioles, non seulement systémiques, elles répondent au système nerveux autonome, mais en plus, s'il y a une hypoxie ambiante, il va y avoir une vasodilatation, au contraire, pour amener plus de sang et plus d'oxygène pour contrecarrer l'hypoxie ambiante. Donc c'est le cas, par exemple, du muscle. Si on reprend notre muscle, l'exemple du muscle qui fait un exercice, on va avoir une hypoxie ambiante du fait de la consommation d'oxygène importante parce qu'il y a l'exercice, et il va y avoir une vasodilatation qui va amener plus de sang et permettre donc un apport d'oxygène. Dans le poumon, au contraire, s'il y a une hypoxie ambiante, il y a une vasoconstriction. Et puis l'autre point important, c'est que si on a une augmentation du débit cardiaque, eh bien on va avoir des résistances qui vont chuter encore plus. Donc en fait, on va avoir une augmentation, si le débit cardiaque augmente, les résistances chutent, et donc il va y avoir un passage de sang plus important au niveau du poumon. Les résistances chutent parce que
À l'état de base, il va y avoir des vaisseaux qui vont être collabés et ces vaisseaux vont être recrutés. Donc il y a plus de sang qui va passer parce qu'il y a plus de vaisseaux qui vont permettre le passage du sang. Il y a une vasodilatation. Et les vaisseaux qui permettaient un passage du sang vont en plus se vasodilater, donc ce qu'on appelle une distension. Et le troisième point sur la circulation dans le poumon, et là on va en avoir besoin pour la suite du cours, c'est que en fait le poumon c'est un organe qui fait à peu près 30 cm de haut, qui est donc vertical, et que dans cet organe qui va être perfusé par une circulation systémique à faible pression, en fait les 30 cm de hauteur du poumon vont jouer un rôle parce que la distribution du débit sanguin dans le poumon vertical, où il y a une différence de 30 cm d'eau de haut en bas, dans cette circulation qui arrive à faible pression, eh bien, les différences de pression hydrostatique dans les vaisseaux sanguins vont entraîner une distribution inégale du débit sanguin. Alors, essayons de comprendre ce que je veux dire. Quand on est dans la zone haute du poumon, ici, eh bien, on va avoir une pression alvéolaire qui va régner, une pression veineuse et une pression artérielle aussi. Là, je parle de pression hydrostatique. Eh bien, on peut imaginer qu'on est dans une zone où la pression alvéolaire, ici, va être plus élevée que la pression artérielle qui règne dans les vaisseaux, puisqu'on a une pression faible dans les vaisseaux pulmonaires et qui est encore plus faible ici au sommet du poumon puisqu'on a notre poumon vertical. Donc on peut imaginer une zone où en fait la pression alvéolaire va être supérieure à la pression qui règne dans les vaisseaux et que du coup les vaisseaux vont être collabés et il ne va pas y avoir de perfusion. Alors évidemment cette zone-là c'est une zone virtuelle, elle n'existe pas chez le sujet sain. On va appeler ça l'espace mort physiologique, c'est-à-dire que c'est l'air qui arrive dans cette zone, c'est un air qui a de la composition du gaz inspiré et qui ne se modifierait pas puisqu'il n'y aurait pas d'oxygène, il n'y aurait pas d'échange avec les vaisseaux. Donc il n'y a ni de l'oxygène qui est prélevé, ni du CO2 qui arrive dans cet air. Donc on appelle ça l'espace mort alvéolaire, excusez-moi, j'ai dit espace mort physiologique, c'est l'espace mort alvéolaire. Donc c'est en fait un peu en reflet de l'espace mort anatomique qu'on a vu tout à l'heure. L'espace mort anatomique, c'est de l'air qui est dans les voies aériennes qui ne participe pas aux échanges gazeux. Là, c'est de l'air qui est dans les alvéoles qui ne participent pas aux échanges gazeux. Donc l'espace mort alvéolaire, il n'existe pas chez le sujet sain, mais il peut exister en cas de forte hémorragie, par exemple. Un accident de voiture, il y a une forte hémorragie du patient, du coup la pression globale hydrostatique diminue parce qu'il y a une grosse hémorragie, donc la pression dans le poumon, la pression dans les artères pulmonaires va également diminuer alors qu'elle est déjà faible, et à ce moment-là, la pression dans l'artère pulmonaire peut ne pas être suffisamment élevée, importante pour arriver à vasculariser les zones à l'apex du poumon. Ensuite, on a une deuxième zone donc médiane où là, en fait, on va avoir une pression artérielle qui est plus élevée, qui va être supérieure à la pression alvéolaire, et la pression alvéolaire est elle-même supérieure à la pression veineuse. Et là, en fait, le débit sanguin, il va être déterminé par la différence de pression alvéolaire entre la pression artérielle et la pression alvéolaire, alors que d'habitude, le débit sanguin il est déterminé par la différence entre la pression artérielle et la pression veineuse. Et puis la dernière zone, qui est la zone basse, où là, on a une pression dans les vaisseaux, la pression hydrostatique, le débit qui va être déterminé par la différence entre la pression artérielle et la pression veineuse. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que le poumon, on va avoir un débit dans le poumon qui va être inégal et que le débit sanguin dans les poumons va augmenter du sommet à la base. C'est ce qu'on voit ici sur ce schéma. Si on se met ici au sommet, là on voit les côtes et là on voit la base, eh bien le débit sanguin il va augmenter du sommet à la base. Et si on regarde le
la ventilation, en fait, la ventilation également, elle n'est pas identique du sommet à la base. D'un point de vue anatomique également, la ventilation, elle est plus favorable, il y a une expansion plus importante de la base que du sommet du poumon. Donc la ventilation, elle augmente aussi du sommet à la base, mais elle augmente plus lentement. Donc on a des courbes qui sont de ce type-là, si on regarde le débit sanguin entre le sommet et la base et la ventilation entre le sommet et la base. Et donc on peut calculer à partir de ces courbes un rapport, le rapport ventilation-perfusion, et à ce moment-là on voit que ce rapport ventilation-perfusion il a cet aspect-là, il est plus élevé au sommet et plus bas à la base, puisque si on fait le rapport de chaque ventilation et de chaque débit en fonction de l'endroit où on se trouve dans le poumon, on va avoir ce type de courbe. Ça veut dire quoi en pratique ? En pratique, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va regarder quel est le retentissement de cette modification du rapport ventilation-perfusion en fonction du fait si on est ici dans la partie médiane ou plus élevé ici au sommet du poumon ou plus bas à la base. Qu'est-ce que ça va avoir comme retentissement sur les échanges gazeux ? C'est bon là où je vous ai complètement perdu ? D'accord ? Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a une ventilation alvéolaire et un débit sanguin qui ne sont pas identiques en tous les points du poumon. La ventilation alvéolaire et le débit sanguin sont plus élevés à la base pour des raisons anatomiques pour la ventilation, pour des raisons de pression hydrostatique pour le débit sanguin. Ils sont plus élevés à la base qu'au niveau du sommet du poumon. Et ils augmentent du sommet à la base, mais du sommet à la base plutôt, mais ils augmentent pas de la même façon. Si bien que finalement, quand on regarde le rapport ventilation-perfusion, il va être plus élevé au sommet et plus bas à la base. Et donc on va voir maintenant quel est le retentissement de ces anomalies de rapport, enfin de ces différences de rapport ventilation-perfusion sur les échanges gazeux. Donc déjà, on va se mettre, on se rappelle ce qu'il en est d'un rapport ventilation qu'on va dire normal, c'est-à-dire de 1 à peu près. Et donc, on va avoir dans l'air, vous vous rappelez, la PO2 est à 150, la PCO2 est à 0. Au niveau de l'alvéole, on a une PO2 à 100, une PCO2 à 40. Et ici, à l'entrée dans la partie, la composition veineuse du sang, on a une PO2 à 40, une PCO2 à 45. Et les échanges là se font de façon tout à fait classique. Donc, au final, on va avoir ici, une PO2 à la sortie qui est à 100 et une PCO2 à 40. Il y a la PO2 dans le sang et la PCO2 dans le sang à la sortie du poumon sont égaux à la PO2 alvéolaire et la PCO2 alvéolaire. Maintenant, on va se mettre dans une situation donc extrême où le rapport ventilation-perfusion a diminué et situation extrême, il est égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, la ventilation est égale à 0. Donc ici, j'ai bouché les voies aériennes. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, finalement, au bout de quelques temps, on va avoir notre sang ici qui va, lui, rester de composition veineuse. Et ici, le gaz dans l'alvéole va aussi s'équilibrer. Et donc, on a une PO2 qui va être à 40, une PCO2 à 45 et le sang qui va rester de composition veineuse. D'accord ? Puisqu'il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de renouvellement. Ça, on appelle ça le shunt. Donc le shunt, qu'est-ce que c'est ? C'est du sang qui pénètre dans le système artériel systémique sans être passé par les régions ventilées du poumon. Alors il existe un shunt physiologique, même, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs, mais il existe un petit shunt physiologique, par exemple, si on revient aux bronches, là, aux artères bronchiques. Les artères bronchiques, elles viennent de la aorte. Elles vont se mettre en capillaire, elles vont donner de l'oxygène aux bronches, elles vont se regrouper en veines bronchiques, et les veines bronchiques, en fait, elles vont aller se jeter dans les veines pulmonaires. Donc c'est du sang de composition veineuse qui va arriver dans les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires, c'est les veines qui sortent du poumon et qui ont été complètement oxygénées. Donc on a ici du sang de composition veineuse qui arrive dans le sang qui sort du poumon, qui a été complètement oxygéné. C'est un shunt physiologique, puisque c'est du sang qui pénètre dans le système artériel systémique, les veines pulmonaires, sans être passé par les régions ventilées du poumon.
Et puis il y a des shunts pathologiques qu'on va retrouver chez les patients. Il y a notamment des shunts extramulmonaires, par exemple, c'est le shunt droit-gauche de la persistance du foramen ovale. Ou bien, il y a aussi des shunts intrapulmonaires, donc il y a certaines maladies qui vont entraîner des alvéoles non ventilées, donc les voies aériennes, les petites bronchioles respiratoires sont bouchées, les alvéoles ne sont pas ventilées, mais ils sont normalement perfusés, et donc c'est un shunt intrapulmonaire. Et le shunt, c'est un mécanisme donc d'hypoxémie, ça fait le troisième. C'est pas mal, il y en a 4, donc on en a déjà vu 3, vous êtes au bout de vos peines bientôt. Donc le shunt, c'est un mécanisme d'hypoxémie, ça entraîne une PaO2 abaissée. Alors comment est-ce que, chez le patient, on peut essayer de déterminer qu'il y a un shunt? Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une épreuve d'hyperoxie. On va faire inhaler au patient de l'oxygène pur pendant 20 minutes. 20 minutes, pourquoi? Parce qu'il faut que le temps qu'il y ait une équilibration entre l'oxygène inhalé et puis le gaz dans les alvéoles, d'accord? Puisqu'on a vu qu'on avait, à chaque inspiration, il n'y a que 350 ml qui arrivent dans un mélange de 3 litres. Donc il faut du temps pour arriver à ce qu'il y ait une équilibration. Donc en fait, chez ce patient, ce qu'on imagine, c'est qu'on va avoir ici du sang qui va passer dans les alvéoles, et donc ils vont être en communication avec l'oxygène pur. Et puis, il y a un shunt, donc il y a du sang qui, anormal, qui lui ne va pas passer par des régions ventilées du poumon, donc qui va rester de composition veineuse. Donc en hyperoxie, c'est-à-dire qu'il y a une fraction inspirant-oxygène à 100%, la pression alvéolaire en oxygène, elle va à peu près arriver, elle ne va jamais être à 760, elle va être à 660 mm de mercure à peu près. Et on a un shunt physiologique qui normalement est inférieur à 2%. Donc en fait, normalement, le patient, il doit avoir au moins, quand on va lui faire les gaz du sang au bout de 20 minutes, il devrait avoir une PaO2 à au moins 500 mm de mercure. Si jamais il a un shunt, si jamais il a du sang ici qui arrive, qui est resté avec une PaO2 de composition veineuse à 40, eh bien ça va faire chuter énormément ici la PaO2 dans le sang. Et donc on aura une PO2 dans le sang mesurée au gaz du sang qui va être inférieure à 500 mm de mercure. Donc l'épreuve en hyperoxie, ça permet de déterminer si oui ou non il y a un shunt, le patient a un shunt donc avec du sang non oxygéné, enfin qui n'est pas passé par les régions ventilées du poumon. Alors là on s'est mis dans c'est bien. Là on s'est mis dans la situation extrême où il y a vraiment une obstruction d'un territoire ventilé. Mais ça peut être différent. Ça peut être qu'en fait, simplement, c'est mal ventilé, donc c'est partiellement obstrué. Il y a du mucus, c'est partiellement obstrué. Et donc, ça va être tout ce qu'on appelle un effet shunt. Donc, c'est la diminution du rapport ventilation-perfusion parce qu'il y a une mauvaise ventilation dans certains territoires. Et donc, c'est ce qu'on appelle un effet shunt. Donc, l'effet shunt, c'est... Est-ce que j'ai fait une diapo? Voilà. L'effet shunt, c'est l'effet sur les échanges gazeux des zones pulmonaires à bas rapport ventilation-perfusion. D'accord? C'est pas rapport ventilation-perfusion nul, c'est à bas rapport ventilation-perfusion. Alors l'effet shunt, c'est le 4e mécanisme d'hypoxémie. Donc je vous rappelle les mécanismes d'hypoxémie, il y en a 4. C'est hypoventilation alvéolaire, trouble de la diffusion, shunt frais ou effet shunt. Le plus fréquent, c'est l'effet shunt. Et souvent, bien sûr, ils peuvent se combiner. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois une hypoventilation alvéolaire et un effet shunt. Puisque si on a une obstruction des voies aériennes, souvent, ça va entraîner une augmentation du travail respiratoire, donc une hypoventilation alvéolaire, plus souvent un effet shunt, évidemment. Et donc, si on se remet chez le sujet sain, avec notre courbe là, de rapport ventilation-perfusion, finalement, dans certaines zones, physiologiquement, on a une part d'effet shunt où le rapport ventilation-perfusion est un peu plus bas. Et donc ça, c'est plutôt vers la base du poumon. Oui, la base du poumon. Alors, dans l'autre sens... Qu'est-ce qui se passe si on a une augmentation du rapport ventilation-perfusion? Rapport ventilation-perfusion, alors, c'est quoi? C'est que le débit
diminue, d'accord? Donc on va se mettre dans une situation où le débit est complètement un territoire pulmonaire, où le débit est complètement... les vaisseaux sont obstrués. Que se passe-t-il à ce moment-là? On l'a vu tout à l'heure, c'est l'espace mort alvéolaire. Le territoire alvéolaire est ventilé, mais il n'y a pas d'échange, puisqu'il n'y a pas de perfusion, et donc le gaz va rester de composition alvéolaire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace mort alvéolaire, enfin l'espace mort. Et c'est l'effet espace mort. Donc l'espace mort alvéolaire, c'est la zone pulmonaire où la circulation est totalement arrêtée. Donc le rapport ventilation-perfusion tend vers l'infini. Il n'existe pas chez le sujet sain, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on parle d'espace mort physiologique, c'est l'espace mort anatomique plus l'espace mort alvéolaire. En sachant donc que l'espace mort alvéolaire n'existe pas chez le sujet sain. Et alors, je vous ai mis un point parce que parfois vous allez vous confondre, j'avais remarqué, l'espace mort alvéolaire et le volume résiduel. Donc l'espace mort alvéolaire, c'est une zone théorique qui est située au sommet du poumon ou chez le sujet sain, il pourrait, enfin une zone théorique où on n'a pas de vascularisation de cette zone. Et donc, l'air présent ici ne participe pas aux échanges gazeux. Le volume résiduel, c'est le volume qui reste dans le poumon si je vous demande d'expirer à fond. Vous expirez complètement, le poumon va quand même garder de l'air dans les poumons, ça et on peut le mesurer, vous verrez en ED comment, c'est le volume résiduel. D'accord? C'est différent du volume, c'est deux volumes complètement différents. Oui? Je suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave, vous reverrez ça en ED. Là, j'ai l'impression que je vous ai complètement crevé au bout de 2 heures. Ce qui est normal d'ailleurs. Moi aussi, je suis crevée. Donc là on s'est mis dans l'étape extrême où en fait il y a une obstruction complète des vaisseaux et donc c'est l'espace mort. Mais en fait, bien sûr, évidemment, souvent c'est pas ça qui se passe. C'est que la circulation est un petit peu altérée, elle n'est pas aussi bonne qu'il faudrait, et donc ça va être en fait une augmentation du rapport ventilation-perfusion, et donc c'est un effet espace mort, et c'est ce qu'on va trouver au sommet du poumon, dans notre courbe où le rapport ventilation-perfusion est plus élevé. Alors, finalement, on a vu dans notre poumon normal, on a un mélange des trois. On a des zones où on a le rapport ventilation-perfusion classique. On a des zones où on va avoir une diminution du rapport ventilation-perfusion avec un effet shunt modéré mais qui existe chez le sujet sain, plutôt donc vers la base, et puis vers l'apex, on va avoir des zones avec un effet espace mort, d'accord? La ventilation est moins bonne et donc on a un rapport ventilation-perfusion élevé. Et donc finalement, l'idée c'est de savoir quel est le retentissement sur les échanges gazeux. Donc là, on voit nos voies aériennes qui vont aller vers 3 types de territoires pulmonaires. Une zone où on voit avec un rapport ventilation-perfusion bas, une zone avec un rapport ventilation-perfusion idéal et une zone avec un rapport ventilation-perfusion élevé. Là, on a un effet espace mort, là, un effet shunt. Ici, c'est les voies aériennes, c'est la ventilation qui n'est pas bonne. Ici, c'est la perfusion qui n'est pas très bonne. Alors, on sait qu'on a ici une PO2 de base à 40. Ici, on va avoir une PO2 à 100, il va y avoir équilibration. Ici, la PO2 va pas s'équilibrer puisque le rapport ventilation-perfusion n'est pas bonne. Donc, par exemple, la PO2 va être à 60. Et ici, au contraire, la PO2 va être un peu plus élevée. Elle va être par exemple à 140 puisqu'elle va tendre vers la PO2 alvéolaire qui va ici être plus élevée que 100. Et donc, nous, notre question, c'est de savoir, bon d'accord, mais quel est le résultat? D'accord? Quel est au final, combien va être la PO2 ici quand il y a ce mélange de ces 3 PO2? Eh bien, la particularité, c'est que ce ne sont pas les PO2 qui vont s'additionner. Il ne faut pas regarder, on a vu tout à l'heure, c'est pas la PO2, ce n'est qu'un reflet de la quantité d'oxygène qui est présente dans le sang. Nous, ce qui va s'additionner, c'est le contenu total d'oxygène. C'est l'oxygène lié à l'hémoglobine plus l'oxygène dissous. Mais finalement, l'oxygène dissous, on a vu que c'était quasiment négligeable. Il y en a très peu. C'est très important, la PO2, parce que ça détermine la saturation de l'oxygène, mais ça transporte très peu d'O2. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est la quantité liée à l'hémoglobine.
les pressions en oxygène des différents territoires ne s'ajoutent pas, ce sont les concentrations, les quantités globales en O2 ou les contenus respectifs qui vont s'ajouter. Et ce qu'on sait aussi avec notre courbe de dissociation, c'est que quand on a un rapport ventilation-perfusion haut, on peut être à 140, mais finalement ça ne va pas tellement apporter beaucoup d'oxygène puisque ça va augmenter un petit peu la PO2 dissoute, mais qui représente peu d'oxygène, mais en quantité d'oxygène liée à l'hémoglobine, ça ne va pas en ajouter tellement, puisque notre hémoglobine elle est déjà saturée à 100% ici. Donc ça va ajouter, peut-être là elle est saturée à 98%, là ça va ajouter à 100%, mais ça ne va pas ajouter grand-chose. Donc finalement, les unités pulmonaires avec un rapport ventilation-perfusion élevé ajoutent relativement peu d'O2 dans le sang, par comparaison avec l'appauvrissement provoqué par les alvéoles avec un rapport bas. C'est-à-dire que là, si on regarde les quantités, ici, dans le sang veineux, on a 14,6 par exemple, de millilitres d'O2 pour 100 millilitres. Là, on arrive à une vingtaine de millilitres d'O2, c'est normal. Là, ici, on est abaissé à 16. Et en fait, ici on était à 19,5, mais là, on va augmenter que à 20, puisque finalement, notre hémoglobine ici est déjà saturée à 100%. Donc au final, quand on additionne, on arrive à, évidemment on additionne, mais avec les proportions de chaque, pour chaque territoire, on arrive par exemple, c'est des exemples bien sûr, à être seulement 18 millilitres. Donc finalement, le territoire ici, qui est avec un rapport ventilation-perfusion élevé, il a ajouté peu d'O2 par rapport à notre territoire avec un rapport ventilation-perfusion bas. Encore 5-10 minutes. Donc, l'inégalité des rapports ventilation-perfusion. En fait, les différences régionales du rapport ventilation-perfusion, comme on l'a vu, les différences entre le sommet et la base du poumon, elles entraînent des différences régionales dans les échanges gazeux. Et donc, ça va aboutir à abaisser, au final, la PO2 artérielle en dessous de la PO2 alvéolaire. On a vu, au départ, on s'était situé dans un territoire particulier, et on avait une PO2 artérielle qui était égale à la PO2 alvéolaire. Mais comme en fait, si on regarde dans les territoires en haut, en bas ou au milieu du poumon, les rapports ventilation-perfusion ne sont pas idéaux, toujours, eh bien il va y avoir des territoires où il y a un effet shunt. Et ça va du coup diminuer la PO2 artérielle globale au final en dessous de la PO2 alvéolaire. Ça s'appelle la différence alvéolo-artérielle en oxygène. Dans le poumon normal en position verticale, cette différence elle est négligeable, elle est à peu près de 4 mm de mercure. Mais chez le sujet malade, eh bien, ces inégalités des rapports ventilation-perfusion sont généralement la première cause, la plus fréquente donc d'hypoxémie. C'est inégalité des rapports ventilation-perfusion, mais vous avez compris, en fait, c'est l'effet shunt, d'accord, c'est la même chose. Inégalité rapport ventilation-perfusion, c'est en fait l'effet shunt, puisque l'effet espace-mort apporte peu d'oxygène dans le sang. Ça va? Alors, cette différence alvéolo-artérielle en oxygène, on a envie de la calculer. Enfin, on peut avoir envie de la calculer, notamment chez les patients, notamment en réanimation. Donc c'est généralement des calculs et des mesures qui sont faits en réanimation où on a vraiment besoin de savoir est-ce que la différence alvéolo-artérielle en oxygène est très importante chez un patient. Et là, on va se servir de l'équation des gaz alvéolaires. Donc finalement, la différence alvéolo-artérielle en oxygène, c'est l'APaO2. Et donc on a vu, c'est l'équation du gaz alvéolaire, PiO2 moins PaCO2 sur 0,8, moins la PaO2 mesurée. Et donc, on va parfois aller mesurer en réanimation par des cathéters les différentes pressions vraiment au niveau du ventricule droit pour pouvoir, et du ventricule gauche, pour avoir les pressions, pouvoir mesurer vraiment la différence alvéolo-artérielle en oxygène. Alors, quelles sont les valeurs normales? Eh bien, ça va dépendre de la PaO2 normale selon l'âge. Normalement, on a entre 80 et 100 mm de mercure de PaO2. Chez le sujet âgé, c'est souvent un peu plus bas, on accepte jusqu'à 70, et donc on calcule, en mettant ici 150, PaCO2 on garde à 40, et donc les valeurs, la valeur normale de différence alvéolo-artérielle, c'est de 0 à 20, ou 30 chez le sujet âgé. Donc si on a une différence alvéolo-artérielle qui est supérieure à 20, eh bien il y a une pathologie, et il faut aller essayer de comprendre laquelle. Donc finalement, si on essaye de revoir un peu ce qui se passe, on a ici, dans l'air inspiré, on a une PO2 à 150,
Au niveau de l'alvéole, on a une PO2 à 100. Au niveau, si on mesure ici à la sortie du poumon, dans la veine pulmonaire, eh bien, on devrait normalement, on pensait qu'on avait 104 comme la PO2 alvéolaire, mais en fait on a 4 de moins, on est plutôt à une PO2 à 100 du fait de l'inégalité des rapports ventilation-perfusion normaux chez le sujet sain. Il y a un petit shunt physiologique, par exemple celui des veines bronchiques qui arrive directement dans les veines pulmonaires. Et donc finalement la PO2 artérielle, eh bien, elle va être mesurée souvent à 94, 95, 96 mm de mercure chez le sujet sain. Enfin, la normale c'est entre 80 et 100. Et puis finalement au niveau des tissus, eh bien là on va baisser et on se retrouve avec une PV veineuse à 40, mais dans les tissus, ça peut être beaucoup, au niveau des cellules elles-mêmes, ça peut être beaucoup plus bas, à 10 ou à 15. Alors, quelques définitions aussi. L'hypoxie, moi j'ai employé des mots là, hypoxie, hypoxémie. Donc il faut, c'est quoi la différence? En fait, quand on parle d'hypoxie, on est au niveau du tissu. Et quand il y a le suffixe émi, c'est toujours au niveau du sang. Donc natrémie, c'est la concentration de sodium dans le sang. Créatininémie, c'est la concentration de créatinine dans le sang. Hypoxémie, c'est la concentration de PO2 dans le sang. Alors, on peut avoir une hypoxie, c'est-à-dire un tissu qui n'a pas suffisamment d'oxygène, parce qu'il y a une hypoxémie, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène, de PO2 dans le sang, et donc que la saturation, vous le savez maintenant, s'il y a une hypoxémie, c'est qu'il y a aussi une diminution de la saturation de l'hémoglobine, et donc il y a moins d'oxygène qui arrive dans le sang. On dit hypoxie, on appelle ça hypoxie hypoxémique ou hypoxie hypoxique, donc c'est une diminution de la PO2 artérielle. Mais on peut aussi avoir une hypoxie, donc du tissu, parce qu'il n'y a pas suffisamment de transporteurs. Donc le transporteur n'apporte pas suffisamment d'oxygène. On appelle ça une hypoxie anémique. On peut aussi avoir une hypoxie du tissu parce que c'est le vaisseau qui est bouché et qui n'apporte pas du coup le sang. On appelle ça à ce moment-là une hypoxie ischémique. L'hypoxie ischémique, c'est quand il y a un infarctus. L'infarctus du myocarde, c'est quoi? L'infarctus du myocarde, c'est les coronaires qui sont bouchés. Donc le sang ne passe plus dans les coronaires. Les coronaires, c'est les cellules, c'est les vaisseaux qui vascularisent, qui donnent de l'oxygène au cœur. Et donc le cœur, à ce moment-là, n'a plus assez d'oxygène parce que les coronaires sont bouchés. Donc c'est un infarctus du myocarde par hypoxie ischémique. Enfin, qui entraîne une hypoxie ischémique. Et puis il y a aussi des hypoxies histotoxiques. Hypoxie histotoxique, histo c'est le tissu, donc c'est le tissu, il y a une toxicité sur le tissu. Hypoxie histotoxique, c'est les cellules qui sont incapables d'utiliser l'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène arrive bien, il y a suffisamment de PO2 artérielle, l'hémoglobine fonctionne bien, le vaisseau laisse passer le sang, mais il y a une intoxication, par exemple une intoxication au cyanure, et les cellules du coup ne savent plus utiliser l'oxygène. Alors, finalement, on arrive au mécanisme des hypoxémies. On en a vu 4. Il y a l'hypoventilation alvéolaire, les anomalies de la diffusion, le shunt et l'hétérogénéité de distribution des rapports ventilation-perfusion, ou bien l'effet shunt. L'hypoventilation alvéolaire, c'est la PaCO2 qui est supérieure. Alors là, j'ai mis 45, tout à l'heure, j'avais mis 50. Vous voyez que c'est assez variable. En fait, c'est toujours pareil, il faut regarder les valeurs qui sont données généralement selon l'appareil utilisé, selon les laboratoires. Donc c'est entre 45 et 50. De toutes les façons, donc c'est une PaCO2 qui est trop élevée et c'est soit, on l'a vu précédemment, des anomalies de la commande centrale, une pathologie de la cage thoracique neuromusculaire ou une augmentation du travail de la ventilation, donc travail musculaire. Les anomalies de la diffusion, c'est les tests, c'est regarder par exemple faire un exercice, ou bien regarder aussi le transfert du CO. J'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est, je suis même pas sûre qu'on ait beaucoup le temps de vous l'expliquer en ED, mais ça vous le verrez ensuite quand vous ferez la pneumo. Le shunt, on l'a vu, comment le détecter, c'est faire un test d'épreuve en oxygène pur. Et l'hétérogénéité des distributions des rapports ventilation-perfusion, c'est le mécanisme le plus fréquent. Généralement, on ne fait pas de test pour le détecter.
on pourrait éventuellement faire un examen encore, faire un exercice. Et là, dans ces cas-là, en fait, avec l'exercice, il y a une homogénéisation du débit pulmonaire, du débit cardiaque dans les poumons. Et donc, du coup, il y a une augmentation finalement de la PO2 à l'exercice. Mais le test n'est jamais fait, en fait. Alors, comment on raisonne si on a une hypoxémie, si on a une PO2 qui est basse, comment on raisonne? On va calculer la différence alvéolo-artérielle en oxygène, c'est-à-dire que vous allez reprendre ça vous le ferez en ED, vous allez reprendre l'équation des gaz alvéolaires, et puis vous allez mettre qui va vous donner la pression alvéolaire en oxygène. Vous allez avoir la pression artérielle en oxygène qu'on vous a donnée dans les gaz du sang, et vous calculez la différence alvéolo-artérielle en oxygène. Si elle est normale, ça veut dire que la pression alvéolaire en oxygène est abaissée. Si la pression alvéolaire en oxygène est abaissée, ça veut dire que soit les conditions ambiantes ne sont pas normales, parce que on a une pression atmosphérique qui est diminuée, une fraction inspiratoire en O2 qui a diminué, soit c'est que la PaCO2 est augmentée. Donc ça, c'est l'hypoventilation alvéolaire isolée. Elle va entraîner une diminution de la PaO2 par une diminution de la PaO2 alvéolaire. Ou bien, on a une différence alvéolo-artérielle en oxygène qui est élevée. Ça veut dire que la pression alvéolaire en oxygène est normale. Et là, ça va être toutes les autres causes d'hypoxémie. Troubles de la diffusion, hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion ou shunt vrai. Alors, dernière diapo. Si on reprend un peu tout ce qu'on a vu là dans le dernier cours, qui est assez dense, la circulation pulmonaire, je vous rappelle, c'est une circulation à haut débit, faible pression, faible résistance. Il existe une distribution inégale du débit sanguin et de la ventilation dans le poumon humain. Et les différences régionales du rapport ventilation-perfusion entraînent des différences régionales dans les échanges gazeux. Les unités pulmonaires qui ont un rapport ventilation-perfusion élevé, en fait, elles ajoutent relativement peu d'O2 dans le sang du fait de la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Le shunt, c'est du sang qui pénètre dans le système artériel systémique sans être passé par les régions ventilées du poumon. Et l'effet shunt, c'est l'effet sur les échanges gazeux des zones pulmonaires à bas rapport ventilation-perfusion. Voilà. Je vous rassure, je vous ai déjà dit ça la dernière fois, mais là c'est vrai, les cours suivants sont beaucoup plus simples. On va parler des bronches, généralement c'est assez simple. C'est plus simple, je trouve, moi. On va parler de la commande ventilatoire, c'est aussi relativement simple, c'est vraiment du cours basique. Et puis après, il y aura les comparaisons chez le fœtus, faire un peu de physiologie comparée, qu'est-ce qui se passe chez le fœtus, et ça reprend en comparant avec les notions que vous avez normalement acquises. Voilà, bon courage.